Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le live du mercredi matin, à peu près un mercredi sur deux, le SOS S comme c'est. Ah, merci Sophie qui me confirme que ça marche. Super, je suis ravie de le savoir. Donc c'est parti. Donc, un petit rappel avant de démarrer du principe du SOS S comme c'est. Donc le SOS S comme c'est un rendez-vous, voilà, à peu près tous les 15 jours. C'est une vidéo live de 15 à 20 minutes maximum, durant laquelle je réponds à une des questions que vous m'avez envoyées par mail. Cette question, elle peut porter sur des problématiques émotionnelles, relationnelles, dans la relation aux enfants, dans les relations de couple, dans les relations professionnelles, bref, tout un tas de choses. Donc vous pouvez me les envoyer par mail à l'adresse sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS S comme c'est. Mais bref, voilà pour le cadre de ce rendez-vous. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le lien vers tous les anciens SOS S comme ça vous pourrez voir de quoi il retourne. Alors aujourd'hui, quelle est la question que j'ai choisie? Donc je vous rappelle, les mamans s'appellent Caroline, les papas s'appellent Léopold, ça me permet d'anonymiser les choses, et les filles s'appellent Léa. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé. Donc voici la question du jour, une question donc de Caroline qui me dit: ma fille a des soucis à l'école. Des garçons s'en prennent à elle, ils se moquent d'elle, ils lui tournent autour en lui disant qu'elle est bête, ils font passer des mots en disant qu'elle est idiote, etc. Elle essaye de les ignorer, mais ils insistent et étendent leur influence sur d'autres enfants. Sa seule copine, qui est amie avec ces garçons, prend parfois leur parti à eux et c'est encore plus dur pour ma fille. Elle a 8 ans. Ça a empiré parce qu'elle nous a appris que ces deux garçons avaient monté une tombola et qu'ils avaient soutiré de l'argent à d'autres enfants. On a alors prévenu la maîtresse et depuis ça a empiré. Rajoute à ça le fait qu'elle a sauté une classe et qu'elle est encore première de sa classe. On n'est pas encore au stade du harcèlement, mais je ne sais pas comment l'aider. J'ai vu les vidéos d'Emmanuel Piquet, je pense aussi qu'il vaut mieux que je ne fasse pas intervenir d'adultes. Mais entre la théorie et la pratique, je ne sais pas comment armer ma fille. J'ai acheté le livre « Je me défends du harcèlement » ce week-end. On a commencé à le lire ensemble, mais ça semble avoir exacerbé ses peurs. Elle dit « Je ne peux pas, je n'en suis pas capable ». Et vu qu'elle s'écoute beaucoup, c'est pas gagné. J'avoue, ça m'a agacée. La répartie, elle l'a, elle est piquante quand elle veut. J'ai l'impression que même si ce qu'elle vit n'est pas drôle, elle dramatise ça au fur et à mesure du week-end qui passe. Alors oui, je me suis énervée ce matin. Comment faire pour aider ma fille face à cette situation? Donc, c'est parti, zou, on va voir comment on peut aider son enfant à réagir, à surmonter une situation qui s'apparente quand même à du harcèlement. Zou, c'est parti. Je vous en dis plus tout de suite. Alors déjà, j'ai été surprise en fait moi en lisant cette question en disant on n'est pas encore au stade du harcèlement. Je suis moi assez dubitative sur la question. Pour moi, on est dans quelque chose qui est vraiment très 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 proche du harcèlement et voire même qui en est. Le harcèlement, si on va sur le site du gouvernement de l'éducation nationale qui traite du harcèlement, voilà comment il est défini. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. La définition du harcèlement, donc il y a de la violence qui peut être physique, psychologique, prendre différentes formes. Et surtout, c'est un rapport de force et de domination. C'est un rapport de pouvoir, le harcèlement. Donc à partir du moment où il y a un rapport de pouvoir, il y a risque de harcèlement. Et ensuite, le deuxième critère, c'est la répétitivité. Donc ce sont des agressions qui peuvent être, encore une fois, verbales, physiques, prendre des tas de formes, qui se répètent régulièrement sur une période relativement longue. Donc si ça dure 3 jours ou une semaine, on est d'accord, c'est pas du harcèlement. Par contre, moi j'ajoute là-dedans le fait que si la victime commence à souffrir de la situation et surtout si elle ne sait pas comment y mettre fin, là on est dans quelque chose qui s'apparente à du harcèlement. En entreprise, ces deux critères-là suffisent à définir une situation de harcèlement. La violence physique ou morale, ou voilà, et le fait que ça se répète. Alors, sur le site de l'Éducation nationale, il rajoute constitutif du harcèlement l'isolement de la victime. La victime, disent-ils, est souvent isolée, plus petite, faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Alors ils n'ont pas dû rencontrer les mêmes victimes de harcèlement que moi, parce que c'est pas ce que je constate, et ça c'est très ennuyeux pour la façon dont l'institution va répondre à ces situations de harcèlement.
En fait, la façon dont je vois moi les choses, c'est que l'isolement de la victime, c'est pas une cause, c'est pas un préalable au harcèlement, c'est une conséquence. En gros, l'enfant harcelé va de lui-même s'isoler parce qu'il se sent mal et parce qu'il a du mal à être en relation avec les autres, même ceux avec qui ça se passe bien. Et on va reparler plein de fois des émotions après. Parce que si j'ai des directions, des conseils, entre guillemets, à donner à Caroline, ils vont porter sur les émotions. Et puis aussi, l'enfant se retrouve isolé parce que les témoins autour ont souvent peur, et c'est là-dessus aussi que jouent les auteurs de harcèlement. Les témoins ont souvent peur d'être à leur tour pris pour cible si jamais ils sont potes avec la victime ou s'ils prennent un peu sa défense. Donc du coup, il y a ce phénomène d'isolement qui est une conséquence du harcèlement et non pas une cause. Alors, je précise d'ailleurs, j'en reparlerai après, pour les témoins, il y a vraiment une situation qu'on pourrait qualifier de dissonance cognitive, en tout cas un fort conflit interne, parce qu'en gros, ils sentent bien, que c'est pas juste, qu'il y a un problème. Et en même temps, donc ils sont coincés entre ça, qui les pousserait plutôt à agir, à dire ça ne va pas, et à s'opposer. Et le fait que ils ont peur d'être pris pour cible, ils ont peur de subir aussi les conséquences. Et donc, il y a vraiment cette tension entre ces deux pôles qui peut mettre à mal les témoins. C'est cette dissonance cognitive qui incite les témoins à souvent ne pas réagir, ne rien dire, parce que c'est une manière d'arbitrer ce conflit. Je vous mettrai en lien 2 épisodes d'un podcast sur le marketing, donc absolument rien à voir, et notamment sur le pouvoir de la persuasion. Et la personne explique très bien ce que c'est que la dissonance cognitive, dans une démarche de vente, voilà, mais du coup, je trouve que c'est très bien expliqué pour comprendre comment ça marche. Bref, donc, dans une situation comme celle-ci, les témoins comme la victime souffrent. Alors, la victime souffre plus, évidemment, mais les témoins aussi, et si on veut agir auprès des témoins, il va falloir aussi prendre en considération cette souffrance-là. Comme auprès des auteurs, je le redirai de moult fois, les approches moralisantes, sermonnantes ne fonctionnent pas. Ok. Alors, on va continuer la lecture du site de l'Éducation nationale. Ils disent « Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que apparence physique, sexe, handicap, blablabla. Blablabla. » Alors là, moi, je suis désespérée, je suis désolée de le dire comme ça, de lire une chose pareille. En fait, le harcèlement ne se fonde pas sur le rejet de la différence. Le harcèlement, il se fonde sur le rapport de pouvoir et sur le côté addictif, jouissif de... Ah, le son n'est pas très fort. Je ne sais pas si le son n'est pas très fort. Jusqu'à maintenant, les gens me disaient que ça marchait. J'espère que ça fonctionne. Dites-moi les autres si vous avez des soucis de son. Donc, ce que je disais, c'est que le harcèlement ne se fonde pas sur le rejet de la différence. Le harcèlement se fonde sur le rapport de pouvoir. C'est le côté « j'ai du pouvoir » qui entretient. Et on peut très bien se retrouver harcelé alors qu'on n'a pas une différence très marquante par rapport aux autres. Donc en fait, la différence, ça va être l'aspérité sur laquelle le rapport de pouvoir va s'accrocher. Mais on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas une différence par rapport aux autres. Quand on en est à le simple fait d'avoir des bonnes notes, c'est une différence suffisante pour justifier qu'on se fasse harceler, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a des enfants qui n'ont pas de différence très marquante, qui se font harceler. Et alors, là... Ok Sandrine, merci de me confirmer que le son est nickel. Donc, ce que je voulais dire par là, ce qui m'embête dans le discours de l'éducation nationale au sujet des différences, c'est que ça peut laisser penser aux enfants qu'il faudrait gommer les différences, qu'il faudrait gommer sa singularité pour ne pas être harcelé. Et ça ne me plaît pas, mais alors pas du tout, parce que jusqu'où est-ce qu'on gomme ces singularités? C'est-à-dire on se coiffe tous pareil, on a tous les mêmes lunettes, on met tous des uniformes, etc., etc. Mais sauf que, ne vous inquiétez pas, ils trouveront autre chose. Donc c'est pas du tout ça qui est en jeu. C'est vraiment le rapport de pouvoir, la singularité c'est le déclencheur et pas la cause. Alors,
on va essayer de comprendre un peu le harcèlement avant de pouvoir dire à Caroline comment elle peut aider sa fille. Donc en gros, en général au départ, il y a une moquerie, une blague, une agression. Ah merci, ça va mieux, donc c'est parfait. Donc il y a une blague, une agression plus ou moins intense, en général pas très intelligente, mais bon, des fois ça peut être perçu comme drôle. Et généralement aussi, au départ, la victime répond d'une manière qui pourrait être tout à fait appropriée. Elle ignore, ou bien elle répond, et son intention, c'est de faire cesser, de signifier que ça n'est pas acceptable. Ok ? Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est la suite. C'est-à-dire que malgré cette intervention, les harceleurs ne cessent pas leur comportement et le harcèlement s'installe. Et la situation, en fait, se répète. Donc, c'est là où on se retrouve dans un rapport de domination. Et c'est pas parce que la victime a mal répondu au départ que ça continue. C'est parce que les harceleurs ont persisté alors que la victime avait répondu d'une façon qui signifiait que ça n'allait pas pour elle. Et donc, la victime se retrouve prise dans ce fameux rapport de domination qui s'exerce de la manière suivante. En fait, elle se retrouve à subir des comportements sur lesquels elle n'a pas de contrôle. Elle ne peut pas les faire arrêter, elle ne peut pas y échapper, et donc c'est extrêmement angoissant, extrêmement stressant pour elle de se retrouver dans cette situation. Et c'est là où se développe alors du coup de l'anxiété, voire de l'angoisse, ce qui peut expliquer que la fille de Caroline, au fur et à mesure du week-end, c'est-à-dire au fur et à mesure où le moment où elle va retourner à l'école se rapproche, devient de plus en plus, l'angoisse devient de plus en plus présente, c'est-à-dire là maintenant c'est plus proche, le samedi matin je peux dire ouh j'ai tout le week-end devant moi, le dimanche soir demain j'y retourne quoi. Donc si vous vous imaginez vous aussi vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête sans pouvoir pour y réagir dessus, évidemment que c'est stressant, on le serait à moins. Donc ça, c'est important, toutes ces émotions, parce que vous allez voir qu'on est obligé d'en tenir compte pour pouvoir aider la victime. Il y a aussi de la colère, mais souvent elle est un peu éteinte, j'y reviendrai après. Et il va y avoir de la déception, de la honte, et j'en reparlerai après. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce cocktail d'émotions va diminuer les capacités de l'enfant à être créatif, à prioriser, à hiérarchiser, à trouver une réponse, en tout cas la bonne réponse, je ne sais pas si elle existe, mais une réponse ou des stratégies qui vont lui permettre de se sortir de ça. Donc en fait, il perd un peu de la compétence relationnelle, de réflexion. C'est pas de sa faute, encore une fois, hein, c'est la conséquence de l'emballement et du cocktail d'émotions qui s'accumulent. Je relis mes notes. En fait, le problème, c'est que souvent, on a l'impression que dans les discours, en tout cas, des adultes officiels autour du harcèlement, il y a quelque chose comme ah oui, mais c'est la victime qui doit s'endurcir, elle est un peu trop sensible, elle est un peu trop ceci, elle est un peu trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Pour moi, en fait, c'est une conséquence, et non pas, là aussi, un préalable. C'est parce que il y a eu répétition que la victime s'est un peu enfermée, refermée et isolée et elle est angoissée. C'est pas parce qu'elle était angoissée qu'elle s'est fait harceler. Et donc, d'ailleurs, moi je constate que quand le harcèlement disparaît, quelle que soit la raison pour laquelle il disparaît, soit parce que la victime s'est positionnée différemment, soit parce qu'elle a changé de contexte ou pour d'autres choses, la victime se retrouve tout à fait, à condition qu'on ne soit pas allé trop loin dans la dégradation émotionnelle et de l'image de soi, auquel cas il va falloir être aidé, mais très souvent la victime, elle mène une vie tout à fait normale, j'aime pas trop le mot normal, mais sans difficulté particulière. Alors, ça c'est l'idée du radar à problème et du système d'alerte, c'est-à-dire je vis des choses douloureuses et du coup ça me stresse et je deviens comme ça un peu tout le temps en état d'alerte, donc je vais aussi peut-être surinterpréter certains comportements et réagir d'une manière qui n'est pas adéquate. Alors, c'est là où je voulais parler de la honte, parce que ajouter à ça que les conseils que nous adultes, qu'on soit parents ou enseignants ou peu importe quoi, on donne aux enfants, peuvent rajouter une couche émotionnelle. Donc l'enfant, il a déjà la trouille.
il a déjà la déception de voir que ça ne marche pas, il a ce sentiment d'impuissance de je peux rien faire face à ce truc-là. Si on lui donne des conseils, l'enfant il va croire que nos conseils sont les bons, que c'est la bonne chose à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Si il n'arrive pas à les appliquer, en fait, on rajoute une couche de honte. Donc, je le dis à Caroline et à tous les gens qui m'écoutent, donnez des conseils aux enfants et même aux adultes, avant de les donner, assurez-vous que de prendre quelques précautions préalables en disant que peut-être que si ça marche pas ou si il n'arrive pas à les appliquer, c'est parce que notre conseil n'était pas approprié. Parce que sinon, ah mais c'est moi qui suis nulle, j'arrive pas à le mettre en œuvre. Boum, alors dans mon cocktail émotionnel, je deviens de moins en moins capable et en plus je me trouve nulle, je me dévalorise, donc j'ai de moins en moins de courage et de force dans l'idée de se dire je peux me sortir de ça, je m'enfonce de plus en plus. Alors, ça aussi c'est hyper important, c'est comment les adultes interviennent autour de ces situations de harcèlement, parce que ça peut effectivement aggraver fortement les choses. Alors il y a des variations selon l'âge, plus ils sont petits, plus une intervention un peu ferme de l'adulte en direction des auteurs va provoquer suffisamment de « oula, attention » pour que ça marche et que les auteurs arrêtent. Mais très souvent, quand les enfants grandissent, ça ne suffit plus, mais tout simplement parce que l'intervention des adultes risque d'alimenter cette histoire de rapport de pouvoir. C'est-à-dire que les auteurs vont se nourrir du pouvoir qu'ils ont non seulement sur la victime, mais aussi sur les témoins, mais aussi sur les adultes. L'adulte me dit de ne pas le faire, mais je continue, donc du coup, c'est presque, je harcèle aussi l'adulte en lui montrant que j'en ai rien à foutre de ce qu'il me demande. Donc, si effectivement ah c'est pas bien ce que vous faites, attention, blablabla, n'a pas marché, enfin très souvent les interventions des adultes vont dans ce sens-là et ça ne marche pas parce que ça augmente le rapport de pouvoir dont les auteurs de harcèlement sont friands. Donc, il va falloir faire autrement. Alors, je précise une chose extrêmement importante, je vois encore trop souvent dans les situations de harcèlement les adultes confronter les auteurs avec leurs victimes. Et ça, c'est juste pas possible. Ça marche quand on a un conflit où les deux personnes sont à égalité. Confronter une victime avec son harceleur, c'est aggraver le problème. En les traitant, en tout cas, si on les traite à égalité, c'est-à-dire « donnez-moi chacun votre version des faits, excusez-vous, blablabla », c'est juste une énorme erreur et une incompréhension totale de ce qui se joue dans le harcèlement. Alors surtout, ne faites pas ça. Vous pouvez recevoir les auteurs et la victime, mais recevez-les séparément pour bien comprendre quel est le problème et quelle est la situation. Et ne pas faire ça parce que sinon, en fait, vous donnez une couche de pouvoir supplémentaire au harceleur qui peut juste présenter sa version des faits comme étant équivalente à celle de la victime. Alors, donc, l'intervention des adultes, elle doit être bien pensée, bien réfléchie par quelqu'un qui maîtrise les enjeux du rapport de domination et qui a bien compris comment ça marche. Alors après, je vais parler vraiment en direction de la maman. Je me rends compte que j'ai déjà parlé 20 minutes, donc, mais c'est un gros sujet. Donc je parlerai plus en direction de la maman. Mais par rapport à l'institution, donc il y a agir en direction de la victime. Les parents peuvent le faire en partie et c'est important que l'institution, les enseignants et tout ça le fassent aussi. Agir en direction des témoins et du groupe, donc ça va plus souvent être de la prévention, expliquer ce que c'est que le harcèlement, expliquer ce qui se passe dans la tête des témoins, cette espèce de dissonance cognitive, pourquoi c'est difficile de réagir et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Donc vraiment leur expliquer ces rapports-là. Ensuite, agir entre adultes, s'il n'y a pas de bienveillance au niveau des adultes, il n'y a pas de bienveillance au niveau des enfants. Si les adultes pratiquent ou même tolèrent des comportements type harcèlement en disant « oh, c'est des trucs d'enfants et tout », il n'y a pas de raison que ça s'arrête au niveau des enfants. Et enfin, on peut agir en direction des auteurs. C'est un peu plus délicat. Alors parfois, là, ce sont des enfants qui ont 9 ans, j'imagine, 9-10 ans.
des fois, une intervention un peu musclée, du type convocation à la gendarmerie, ça peut leur foutre suffisamment la trouille à cet âge-là pour qu'ils arrêtent. C'est pas forcément vrai avec les ados, mais ça peut. Alors, il y a une autre approche qui me parle vraiment beaucoup sur ce sujet, c'est celle de Marie Cartier et Jean-Pierre Belon. Moi, je la pratique aussi bien avec mes enfants, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, en direction des auteurs de bêtises pour mes enfants, parce qu'ils ne font pas des choses comme ça, mais... et je la pratique aussi souvent avec les adultes, quand l'adulte est un peu dans une position de déni face à quelque chose d'important. Je vous expliquerai après. Donc, il s'agit d'intervenir de manière posée, sans gronder, sans sermonner, vraiment en étant comme détaché du truc et en posant les faits, rien que les faits. Ok? Donc, attends, ce que tu es en train de me dire, c'est que Léa, la victime, elle a pleuré devant toi et elle t'a demandé d'arrêter et tu as continué. C'est bien ça que tu es en train de me dire? Est-ce que tu peux me le confirmer? Donc vraiment, en les regardant droit dans les yeux, comme ça, donc ils vont être obligés de dire clairement ce qu'ils ont fait. Alors très souvent, oui, mais c'était pour rire, etc. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, quand quelqu'un pleure et te demande d'arrêter, c'est vraiment de l'humour. C'est bien ça que tu es en train de me dire? Et donc, vous allez sentir qu'ils commencent à être embarrassés, et si on tient bon sur cette ligne, on fait remonter en fait leur niveau de culpabilité parce qu'on les met face à leurs actes et c'est beaucoup plus efficace que de les punir, de les sermonner parce qu'alors ils vont se draper dans une espèce de sentiment d'injustice ou alors ils vont trouver que c'est nous qui sommes trop exigeants si on leur dit mais enfin c'est pas ça l'humour, etc. Donc il s'agit vraiment de rester sur de la reformulation. Je trouve ça extrêmement pertinent. Et après, évidemment, selon les faits qui sont énoncés, c'est presque une approche de justice. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok, mais ça relève de telle ou telle sanction. Bim, c'est froid, c'est implacable, et c'est souvent beaucoup plus efficace que les approches de « c'est pas bien, hein ». Bref. Comment on aide Caroline? Parce qu'il est déjà 10h25. J'ai pas vu beaucoup de commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre si vous avez envie de réagir. La première règle pour moi, c'est vraiment de désamorcer la bombe émotionnelle qui diminue les capacités de l'enfant à réagir dans ce cas-là. Alors, je vous mettrai en lien l'article sur le ballon émotionnel qui est très parlant de ce point de vue. Donc, quand on conseille à un enfant sur la conduite à tenir, c'est important de lui dire deux choses au préalable. Que d'abord, on n'est pas sûr que nos conseils vont fonctionner. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'est encore plus stressant si on dit ça. En fait, non. Parce que si on dit, allez, c'est ça qu'il faut faire, on prend le risque, si ça ne marche pas, de créer une déception immense. Donc on rajoute une couche d'émotion. Et ensuite, ça permet tout simplement d'introduire un changement. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça va marcher, mais on peut peut-être expérimenter des trucs et on va voir ce qui se passe. Ça permet de passer d'une posture de « ah non, pourvu que ça n'arrive pas » à « bon, on n'a pas de baguette magique, mais on peut peut-être essayer quelque chose. » On va regarder ce qui se passe. Donc, on n'est plus sur un enfant qui est enfermé comme ça, mais qui est en train de se dire « est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Comment je peux réagir ?» Donc ça, c'est un changement de posture qui est essentiel parce que le harceleur se nourrit du « ah non, non, je veux plus que ça arrive, ou de « ah, arrêtez », selon la manière dont l'enfant réagit. Le deuxième préalable que je conseillerais à Caroline, c'est de vraiment dire, et elle l'a bien senti en fait dans son message, puisqu'elle l'a dit, c'est vrai, je me suis énervée, j'aurais peut-être pas dû, c'est de bien comprendre qu'il faut énormément de courage pour réagir face à une situation de harcèlement. Donc c'est pour ça que c'est aussi essentiel que l'institution autour, l'école se mobilisent et agissent de manière adéquate, mais agissent aussi pour soutenir le courage de l'enfant. C'est-à-dire il n'est pas tout seul face à ce problème, il y a plusieurs personnes, plusieurs adultes ou plusieurs enfants qui vont l'aider. Alors, oui, il faut beaucoup de courage. Moi, quand je reçois des enfants ou même des adultes qui sont victimes de harcèlement, je leur dis, oh là là, on va explorer ensemble des choses, mais en fait, moi, je suis tranquillement ici, assise dans mon fauteuil, c'est pas moi qui vais tous les jours au boulot ou à l'école subir ces trucs-là, donc soyez bien, assurez-vous bien que vous vous sentez capable de faire ça,
Et si vous n'avez pas encore assez de courage ou que vous avez encore trop peur, il vaut mieux attendre et on va trouver des moyens d'activer ce levier du courage plutôt que de se forcer au risque de se casser la gueule en gros. L'objectif de ça, c'est vraiment de diminuer la honte. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas savoir quoi faire, c'est normal de se sentir nul et dévalorisé, parce que c'est ça que cherchent les harceleurs, mais ça va passer. Donc il y a une forme d'optimisme, tout en disant on prend le temps, et c'est vraiment toi qui décides à quel moment tu veux agir et comment tu veux agir. Moi, je t'aide juste à explorer différentes pistes. Alors, c'est une position qui est hyper dure à tenir en tant que parent. Donc évidemment, si on voit que l'enfant souffre trop, peut-être qu'il va falloir agir, entre guillemets, malgré lui. Mais en résumé, il va falloir faire baisser les émotions qui sont plutôt des freins. La peur, la honte, la culpabilité, la déception. Et activer le levier des émotions qui sont plutôt des moteurs, et notamment la colère et le courage. Mais le courage, c'est l'antidote à la peur. Donc voilà. Alors, ce qui aide aussi beaucoup les victimes, c'est quand même de reconnaître qu'ils sont victimes de gros cons. Parce que si on ne dit pas « mais ils sont vraiment très cons, ces mecs », bah la victime peut penser que peut-être c'est elle, en fait, qui a un problème. Alors, je reçois souvent aussi des gens qui ont été victimes de harcèlement il y a longtemps. Et ils sont souvent intensément soulagés quand je leur dis « mais enfin, c'est dingue que ces gens sont vraiment débiles, sont vraiment cons, sont vraiment méchants. » C'est vraiment un soulagement intense très souvent pour eux parce que ça les déculpabilise. C'est pas eux qui ont fait quelque chose de travers ou qui ont commis une faute ou qui ont une différence qui aurait généré ça. La faute, elle est chez l'autre. Donc n'hésitez pas là aussi à expliquer ça. Bon, donc, j'ai déjà conseillé, comme vous l'aurez compris dans la question, à Caroline de lire avec sa fille le livre « Je me défends du harcèlement », mais vraiment dans cette position extrêmement, entre guillemets, passive de l'adulte. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser au plus l'enfant en lui disant « on va explorer ensemble, on va trouver. Par contre, moi, je veux surtout pas te pousser parce que sinon, je risque en fait d'aggraver le problème. » Ça vaut le coup de leur expliquer ça pour qu'ils se rendent bien compte des mécanismes en place. Alors, les bouquins. En attendant, je regarde si vous avez des commentaires, des questions ou des choses complémentaires. Le bouquin dont je viens de parler, je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. J'ai dû le prêter à quelqu'un et je ne l'ai pas retrouvé. Mais en gros, c'est dans la même collection que celui-ci, « Je me défends du sexisme ». Il s'appelle « Je me défends du harcèlement ». Et comme celui-ci, en fait, à chaque fois, il y a des situations qui sont décrites, des situations réelles. Au début, il y a une petite partie un peu théorique pour expliquer les différents mécanismes du harcèlement, de la violence et tout ça. Et puis, il y a des tactiques pour comprendre comment on peut réagir différemment. Donc, à chaque fois, il y a des exercices qu'on peut faire. Et puis, il y a le conseil de psy de l'auteur où elle regarde la situation du point de vue dont je vous ai parlé là. Donc, je vous mettrai les liens vers les bouquins en description de la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien vers une conférence, si je la retrouve, pas d'Emmanuel Piquet, de Marie Cartier et de Jean-Pierre Belon, concernant ce qu'on peut faire en direction des auteurs, qui me paraît extrêmement intéressante. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je regarde parce que des fois, Facebook me fait des petits ennuis et je ne vois pas les commentaires, donc je vérifie s'il n'y en a pas. En attendant de voir s'il y a des commentaires ou pas, je vous rappelle juste 2-3 trucs. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous est utile, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Ça fait de la visibilité en plus. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez faire un don sur Tipeee. C'est une plateforme de pourboire participatif. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Quoi dire d'autre? J'ai lancé il y a peu, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais un programme sur les bases de la communication dans le couple. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller jeter un œil. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Bon, je ne vois pas de commentaires. Je vous mettrai aussi des ressources complémentaires et notamment sur le blog en général. Maintenant, avec le SOS, je mets
un article qui résume un peu le propos, donc si vous préférez lire ou vous avez raté le début, vous le verrez à ce moment-là. Vous pouvez évidemment aussi, je n'arrête pas de parler, poser vos questions pour le prochain SOS comme c'est, toujours en m'envoyant de préférence un mail à l'adresse sandrine@sco2mc.fr en précisant bien question pour le SOS comme c'est. En attendant vos mails, donc ce sera dans une quinzaine de jours le prochain SOS. En attendant vos mails, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.